We acknowledge that the land on which we gather is the land that belongs to the Wolastoqey, Passamaquoddy, and Mi'kmaq people. Voici le panneau solaire de notre école qui produit environ 4 à 5 kWh par jour. Voici le jardin des pollinisateurs. Ce n'est pas encore planté. Et juste à côté, ceci, c'est la serre de HHS. Et c'est où on plante pendant le printemps et l'été. Voici notre jardin à HHS et voici une photo de le jardin pendant que c'est à remplir. Voici le plan d'action climat au HHS et ça encourage les étudiants d'art de penser à propos de le climat. Voici la station gaspillage au HHS. HHS est une école UNESCO et nous sommes la première école UNESCO dans la province de Nouveau-Brunswick et nous sommes aussi un éco-school du Canada. Merci beaucoup pour écouter. Aujourd'hui, nous, Ben et moi, Maya, vont parler aux quelques personnes de notre belle province du Nouveau-Brunswick à propos de leur travail vert et les ressources naturelles. Nous avons le plaisir de parler avec Adrian Prado, qui est un analyste du territoire chez la Commission des services régionaux Nord-Ouest. Aussi, nous parlerons au Serge Dupuis, qui travaille à l'Université de Moncton comme un professeur en assist. Il a aussi d'expérience en ingénierie. Alors, comme au Nouveau-Brunswick, on a des ressources naturelles qu'on trouve, c'est des choses qu'on trouve naturellement autour de nous, soit sur la terre ou en dessous de la terre ou dans la mer. Alors, les ressources naturelles qu'on a au Nouveau-Brunswick, on parle des forêts, on a les rivières, les ruisseaux, on a la mer, comme la baie de Fundy, l'océan Atlantique, mais aussi sous la terre, on a des minéraux qui sont importants, qui sont des ressources naturelles, comme des roches ou du gravier ou des métaux précieux comme de l'or. Puis aussi, sous la terre, on a du gaz naturel et du pétrole. Et les changements climatiques affectent chacune de ces ressources naturelles-là de différentes manières. Alors, il faut qu'on s'adapte avec la météo extrême pour protéger ces ressources ou en utilisant ces ressources-là d'une manière responsable afin de réduire les effets néfastes à notre environnement. Moi, j'ai plusieurs rôles à la CSRNO. Mon plus grand dossier, c'est d'élaborer un plan d'adaptation au changement climatique régional. Mais je travaille également sur plusieurs autres projets, tels qu'un outil de visualisation de données climatiques, un projet en collaboration avec le CCNB Innov et la ville d'Edmundston qui vise à développer un plan de gestion d'actifs naturels. Et aussi, je travaille sur un projet en collaboration avec un organisme qui s'appelle Deux pays, une forêt, qui vise à améliorer la connectivité écologique. J'enseigne aux nouveaux ingénieurs pour qu'ils pensent pour comment ajouter l'adaptation au changement climatique dans toutes leurs décisions pour des nouvelles infrastructures qui vont bâtir dans le futur. Par exemple, on devrait construire des nouvelles routes plus loin de la mer ou plus loin des grosses rivières pour éviter les risques d'inondation. Et maintenant, pour les nouveaux ponts, les nouvelles édifices, il faut qu'on regarde et qu'on prévoit dans les prochains 100 ans quelle que la météo va être dans ce temps-là pour que nos infrastructures puissent y répondre. Autre exemple, c'est comme les édifices. Vous êtes dans une école tout de suite, mais les écoles, dans le futur, il faudra qu'il y ait de la climatisation de l'air parce que vous allez voir plus de journées vraiment chaudes à l'école qu'on voit tout de suite. Maintenant, nous aimerions entendre un peu à propos de quelques projets spécifiques auxquels vous participez qui explorent l'adaptation environnementale. Alors, c'est sûr que pour mieux comprendre comment s'adapter, c'est important d'identifier les vulnérabilités. Beaucoup de mon travail est dédié à comprendre ces vulnérabilités. Récemment, j'ai fait un travail avec l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques
qui ont monté une étude de vulnérabilité sur les espèces d'arbres. Beaucoup d'espèces résineuses vont devenir moins adaptées aux températures futures et qu'il y aura des espèces de feuillus qui vont devenir plus adaptées. Donc, c'est important de considérer ces changements et comment que ça va affecter les écosystèmes, mais aussi les industries, par exemple, forestières, et comment ça pourrait avoir des impacts sur l'économie. J'ai des étudiants, on travaille c'est sur deux volets. Sur les changements climatiques, on peut parler d'atténuation et adaptation, et le projet de Maison Zéro Net peut combler les deux. Première chose, c'est au Canada, les maisons, à nous autres, ils consomment beaucoup d'énergie. Et c'est important qu'on réduise cette énergie-là. Une des manières, c'est une maison éco-énergétique à net zéro. Mais on n'a pas beaucoup au Nouveau-Brunswick ou au Canada. Alors, on a fait une recherche pour savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça prendrait pour en avoir de plus en plus pour aider au changement climatique. Une maison zéro net, c'est qu'elle, en plus de consommer de l'énergie comme qu'on fait tous, elle produit de l'énergie avec des panneaux solaires ou des éoliennes. Et de l'autre côté, la maison est super isolée et efficace en termes d'énergie. Si jamais on a une panne d'électricité durant une tempête, qu'on va en avoir plus, on peut quand même produire de l'énergie à la maison pour rester et vivre confortablement. Alors, on a du travail à faire là-dessus et les gouvernements fédéraux suggèrent que dans l'année 2050, toutes les nouvelles maisons construites devraient être zéro net, mais on se dit pourquoi on ne peut pas le faire plus tôt que ça. Où est-ce que tu prédis de bonnes opportunités pour les emplois verts se posent pendant les prochaines 10 années? Alors, moi, je vois que ça va exploser les emplois verts, comme vous dites, puis dans tous les domaines. Juste au Nouveau-Brunswick et dans l'Atlantique, quel type d'emploi qu'on cherchait? J'ai juste tapé le mot spécialiste en changement climatique parce qu'on parlait du sujet de l'adaptation. Et il y avait toutes sortes de différentes disciplines. Alors, déjà 16 emplois. Alors, 16 personnes qui pourraient travailler. Il y avait que c'était des ingénieurs que j'aime bien. La ville de Halifax cherchait un ingénieur. Aussi, il y avait une firme de génie conseil, des firmes privées qui cherchaient quelqu'un spécialiste en changement climatique. Mais ce qui était intéressant, il y avait d'autres types de personnes qui n'étaient pas nécessairement des ingénieurs. Alors, quelqu'un qui travaille pour le ministère de l'Agriculture en Nouvelle-Écosse. Alors, des fermiers ont besoin de l'aide aussi. Alors, on a besoin des spécialistes là-bas. J'avais aussi un emploi pour un professeur en changement climatique à l'île du Prince-Édouard. On regarde souvent la science et aux scientifiques, mais quelqu'un en communication et en assurance ou quoi que ce soit, si vous avez l'intérêt d'aider et l'environnement à cœur, je pense qu'il y a une place pour tous ces gens-là qui veulent se mettre. Je pense que le secteur énergétique est en développement. Les énergies renouvelables aussi. Alors, ça donne une très, très bonne occasion d'intégrer des emplois verts. Mais comme Serge l'a dit, c'est vraiment dans tous les domaines. Je sais, par exemple, à la commission, on vient justement de faire l'embauche d'une personne qui va s'occuper du volet de communication en lien avec les changements climatiques, la gestion d'énergie et gestion durable du territoire. Donc, ça donne une idée que même quelqu'un qui va en graphisme, mais qui a un intérêt, ou en journaliste qui a un intérêt pour l'environnement et les changements climatiques, peut travailler dans le domaine. Vous pouvez faire une différence. Je sais que les jeunes, comme tout le monde, on veut faire une différence. Alors, pour notre planète, qui est important, mais aussi pour chez nous. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être gros. Vous n'avez pas besoin d'être Greta Thunberg pour faire une différence en changement climatique ou en environnement. Moi, je vois ça, les opportunités sont exponentielles et je vous souhaite la bonne chance avec ça. Merci beaucoup.